Un œil sur l'actualité, nouvelle semaine, nouveau numéro de votre émission. Au cours de cette émission, nous allons parler de l'insécurité grandissante à Lomé et ses environs. Les Togolais marchent désormais la peur au ventre. Ils n'arrivent plus à se sentir en sécurité. Pendant ce temps, les forces de sécurité également semblent ne pas trop avoir la maîtrise de la situation. Nous évoquerons également le cas Mango où les violences ont repris, et puis nous parlerons du terrorisme qui gagne de plus en plus de terrain. Ce sera en première partie d'émission. Ce n'est qu'en deuxième partie que nous évoquerons avec le président du mouvement Génération Togo le bilan de cette association. Je reçois pour évoquer ces sujets Philippe Mati Thomas Atakwa, vous êtes membre du PSR, et puis Jerry Komandega Tama qui est le président du Nouvel Engagement Togolais. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle que vous avez également des expériences de militaires, ce qui va énormément nous aider, nous servir dans cette émission, parce que les questions qu'on évoque ont un volet éminemment militaire, défense, sécurité et tout cela. Jerry Tama, quand on dit aujourd'hui que l'insécurité gagne du terrain, que les Togolais n'arrivent plus à vivre en paix chez eux, dans la rue, un peu partout, pour vous, quel sentiment vous avez face à cela? Oui, bon, avant de répondre, je voudrais aussi préciser un tout petit peu que je suis le coordonnateur de l'Observatoire africain de la défense et de la sécurité, et que donc les questions liées à la sécurité sont aujourd'hui au cœur même de notre approche. Il y a deux choses à dire. La première, c'est qu'au Togo, on est coutumier d'un fait, c'est que 2 ou 3 mois avant les fêtes de fin d'année, il y a une recrudescence de l'insécurité. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que cette insécurité-là, cette recrudescence de la criminalité a pris une ampleur nouveau. C'est sur le mode opératoire. C'est que autrefois, c'était des petits larcins, des petits cambriolages de gauche à droite. Aujourd'hui, on a d'une part l'usage d'armes de guerre et d'autre part un mode opératoire où les gens utilisent des armes blanches, mais non pas pour effrayer, mais pour tuer. Donc c'est un mode opératoire qui est nouveau. Le deuxième mode opératoire qui est nouveau, c'est que l'ampleur de cette criminalité est plus importante que les autres années. Aujourd'hui, il ne se passe plus 2 jours, peut-être aussi aidé par les réseaux sociaux qui sont très importants, mais il ne se passe plus de jours où dans plusieurs quartiers de Lomé et de façon simultanée, il y a des attaques armées, puisque même si c'est des armes blanches, c'est quand même des armes, et qui aboutissent régulièrement sur des morts. Donc il y a une dynamique nouvelle. Et je suis parfaitement avec vous qu'il y a une sorte d'inquiétude parce qu'aujourd'hui on se rend compte que plus personne n'est à l'abri. Autrefois on pourrait s'imaginer que c'est les maisons des riches, c'est les personnes qui sont à l'aise qu'on vise, mais quand on regarde le mode opérateur aujourd'hui, c'est même beaucoup plus les petits gens, les gens surtout à moto. Pour que vous ayez un petit portable, voilà, un portable, une moto, pour que vous soyez un peu isolé quelque part. Et donc l'ampleur même de cette criminalité urbaine est à tel point où les gens, je comprends que les gens hésitent même aujourd'hui à sortir de nuit, les gens hésitent à prendre des aides, les gens même quand ils ont leur moto, comprennent qu'il y a intérêt à partir de 18 h de rester chez soi. Donc oui, il y a une panique qui est en train de s'installer dans la ville de Lomé et ça nous inquiète en tant qu'acteur politique bien entendu, mais en tant que membre aussi de notre observatoire, nous observons cette recrudescence de criminalité dans notre ville. Beaucoup plus à Lomé qu'à l'intérieur du pays d'ailleurs. C'est ça aussi qui est un contraste. Alors, Philippe Atakwa, Jerry Tama l'a dit, on s'inquiète, même si on s'imagine que pour vous, vous n'allez pas vous inquiéter parce que vous avez une expérience de militaire, vous vous défendre. Est-ce que vous comprenez la psychose qui gagne aujourd'hui la population? Quand vous dites ça, je m'inquiète parce que sur les réseaux sociaux, un jour, ils se sont attaqués à un militaire qui était sur ça. Ils sont attaqués aussi à un gendarme. Ils ont coupé le poignet gauche. Voilà. Donc, nul n'est à l'abri, à part peut-être la haute société qui ont des gardiens, qui ont leur service de sécurité. Mais le gros problème aujourd'hui dans notre pays, par rapport à cette insécurité, c'est que lorsqu'on parle d'insécurité, face à ce pouvoir, j'ai l'impression qu'ils l'entendent autrement. Pour eux, la sécurité, c'est la protection du chef de l'État, c'est la protection des membres du gouvernement.
Le reste, ce n'est pas leur problème. Je le dis parce que je ne peux pas comprendre comment on peut brûler les marchés aujourd'hui. On ne sait pas qui l'a brûlé. On n'a pas encore identifié les personnes pour les punir. Deuxième chose, le consul libanais là, qui a été tué, jusqu'alors, on ne sait pas qui l'a tué, on ne l'a jamais pris. Il y a le supermarché qui était au marché, on a tué le gardien là-bas. Jusqu'alors, qui l'a fait, on ne l'a pas pris. Il y a le problème de l'aéroport où on a tué quand même un gendarme, on a pris de l'argent. Qui l'a fait, on ne sait pas jusqu'alors. Donc ça veut dire que l'État même n'a pas la main. Ça veut dire qu'on a un État très faible. Donc c'est le lieu de dire au ministre de la Sécurité, M. Yark, que la sécurité, c'est autre chose que mettre sur écoute les opposants pour voir ce qu'ils disent. La sécurité, c'est autre chose que de chercher à mettre les hommes politiques en prison comme Pascal Bodiona. Voilà, c'est pas normal. C'est-à-dire que tant qu'il y a un problème, on l'identifie, on ouvre une action judiciaire, on arrête les gens, on les punit, vous allez voir que les choses vont être carrées. Mais du moment où, je vais vous dire, moi j'ai été cambriolé une fois. Je suis allé à la police. Et ça, moi j'ai perdu même le carburant pour aller à la police. Vous arrivez là-bas, c'est vous qui mettez votre véhicule à la disposition de la police pour les amener chez vous, pour savoir ce qui s'est passé, tout ça là. Ce n'est pas normal. Donc, c'est tout à fait normal que les Togolais agissent comme ça. Mais ce qui n'est pas normal aujourd'hui, c'est la vindicte populaire. Alors ça aussi, c'est un sujet sur lequel on va revenir. Mais directement, je voudrais, vous qui parliez tout à l'heure du mode opératoire, comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui favorise cela, qu'est-ce qui favorise cette prolifération de la criminalité, cette recrudescence-là. Vous savez, il y a un élément, c'est que la criminalité, surtout urbaine, est proportionnelle à la misère. C'est-à-dire que plus vous avez des gens qui, à un moment, n'ont plus d'autres solutions, parce qu'il y a l'instinct de survie, que d'essayer de trouver des moyens, quels que soient les moyens par lesquels ils passent, trouver de quoi survivre. Il y a l'une des raisons, c'est pas la seule, bien entendu, mais c'est l'une des raisons. Et la seconde, c'est peut-être l'inefficacité des moyens de la police. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut revenir un peu en arrière. Parce que il fut un temps, la sécurité était mieux, était plus intéressante au Togo. Parce que même si la façon dont l'organiser n'était pas la meilleure, c'est qu'on avait mis les militaires qui faisaient des patrouilles. J'étais militaire ici, ils faisaient des patrouilles. Bon, nous, parfois, on était plutôt en tant qu'officiers sur les véhicules alors que nos hommes étaient dans la rue. Mais on revient à ce principe de police de proximité. C'est-à-dire que des gens qui sont sur un lieu qu'on peut identifier et qui, bien entendu, peuvent faire des contrôles, mais en ayant un maillage de territorial. Heureusement, malheureusement, depuis 2007, et à raison d'ailleurs, on a demandé aux militaires de retourner dans les casernes, ce qui est une bonne chose, mais c'est qu'en remplacement, on a mis des policiers, des gendarmes qui sont en voiture. Ben, résultat, c'est que quand vous avez par exemple quelque chose qui se passe à Baie, ben, si le véhicule, il est à, je prends un exemple, à Goye par exemple, ben, il est évident que ben, le véhicule, il doit finir ce qu'il est en train de faire à Goye pour arriver. Donc, la problématique aujourd'hui de la sécurité de proximité se pose. C'est très important. Maintenant, au même moment... En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut avoir des policiers, des gendarmes à pied. À pied, à vélo, à moto, je ne sais rien. Mais c'est qu'il faut qu'on puisse avoir un temps de riposte plus important. Un temps de riposte le plus réduit possible. Parce que si le voleur sait que quand il commence une agression, parce qu'aujourd'hui, c'est pas que les cambriolages peut-être sont moins importants que les attaques directes. Mais si le voleur sait qu'en cas d'agression, une fois que l'alerte est donnée, ben, il y a un temps de 15, 20, 30, 1 heure de temps avant qu'on ne réagisse, il sait qu'il a tout le loisir de commettre son forfait, son délit. Donc, c'est son crime d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, c'est que les moyens, à mon sens, de police et de gendarmerie sont insuffisants. Philippe a dit une chose tout à l'heure, et nous le constatons tout le temps. Quand vous allez à la police pour un problème, vous cherchez vous-même votre véhicule pour prendre les agents, pour les amener. Quand vous avez un accident, c'est vous-même qui allez chercher les policiers. En plus, c'est pas de leur faute, ils n'ont même pas de moyens pour se déplacer. Ils n'ont pas de carburant. La plupart des commissariats et de brigades de gendarmerie n'ont pas de moyens roulants. Donc, il y a une insuffisance
d'équipement, de moyens, d'intervention. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les bandits, si on doit l'appeler comme ça, agissent en toute impunité parce qu'ils savent que le temps de réaction est très faible. Maintenant, il y a le second mode opératoire qui implique l'usage des armes de guerre. Et là, mais on l'a remarqué à l'aéroport et dans beaucoup d'autres endroits, c'est que les armes de guerre, c'est les mêmes que les policiers et les gendarmes. Donc en réalité, même si les policiers et les gendarmes vont réagir, ils ont un temps d'avance, sachant que les règles d'engagement, par exemple des policiers et des gendarmes, sont plus contraignantes. C'est-à-dire que toi, en tant que policier et gendarme, si tu dois intervenir, tu ne peux pas au milieu d'une foule tirer sur un bandit parce que si tu le rates, toi, tu vas avoir des problèmes, alors que le bandit peut quand même te tirer dessus. Si tu rates, de toute façon, il sait que qu'il te rate toi ou bien qu'il tire sur nos civils, les conséquences seront les mêmes. Donc, il faut aussi considérer que la circulation des armes aujourd'hui dans notre sous-région est aussi un élément qu'il faut prendre en compte parce que au-delà du petit banditisme qu'on a dans notre ville, il y a un banditisme international, supranational, connecté dans la sous-région, qui a un mode opératoire quasiment de guerre et qui commence à s'installer dans notre pays alors que autrefois on ne l'avait pas. Donc, à mon sens, l'origine de ça, c'est que d'une part, les gens ne sont pas équipés du tout. Les effectifs sont insuffisants. Mais bon, peut-être on en parlera plus tard. Au même moment, nous disons que par rigueur budgétaire, il faut réduire les dépenses de sécurité, réduire les dépenses militaires au profit des dépenses sociales, au profit des dépenses économiques. Donc voilà, on est un peu dans cet espace d'économie de défense qui fait qu'il faut faire des choix. Alors en parlant, Jerry Tama évoque une raison, c'est la pauvreté galopante qui justifierait cela. Les autorités disent aussi que ces personnes qui commettent ces actes-là, c'est des récidivistes, c'est-à-dire des détenus qui ont été emprisonnés pour ces mêmes faits, qui ressortent et qui reprennent les mêmes actes. Là, c'est grave. Si les autorités disent que c'est les récidivistes, là, c'est grave. Parce que entre août, selon le chiffre qu'on nous a donné, entre août et septembre, il y a eu 250 personnes qui ont été libérées de prison, qui ont été détenues pour vol à main armée, etc., brigandage, qui ont été libérées. Vous savez, la prison, pour moi, c'est une école aussi. Lorsqu'on envoie quelqu'un en prison, c'est vrai, c'est pour qu'il paye ce qu'il a fait, mais aussi le rééduquer, le mettre sur le bon chemin. Quand il est sorti de prison, est-ce qu'il a un emploi? Mais est-ce qu'il y a un mécanisme pour le mettre sur le droit chemin? Mais c'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut mettre ce mécanisme-là. Lorsqu'il sort de là-bas, il est encadré. On peut lui trouver un contrat de travail quelque part. On peut le suivre. Vous savez, moi, c'est vrai, on parle de pauvreté, mais ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut tuer. Quand nous, on était petits à Kouméa, il y a des petits vols. C'est-à-dire, il y avait la clôture de Millet. Vous allez casser dans le champ de quelqu'un. Le gars, même quand il vous voit, vous prenez l'arachide, tout ça, là, il ne va pas s'énerver. Voilà. Aujourd'hui, les gens, ils tiennent les sacs appelés Bafana, là. Il va, il pense que c'est dans son champ, et il arrache tout, et il met dans le sachet. C'est devenu du vol, ça c'est du vol réel, ça. Et parfois, ce n'est pas pour manger, c'est pour aller vendre. C'est ce qui a changé aujourd'hui dans notre système, c'est ça. C'est que l'argent a pris le dessus sur tout dans notre pays, le Togo. Mais le problème, c'est qu'il faut que la justice, moi je le dis toujours, il faut que la justice travaille. Lorsque vous avez en face de vous un peuple qui n'a pas confiance à la justice, c'est ça, ça entraîne. Je donne un exemple, vous allez me comprendre. Voilà des gens, on demande de carte d'identité, il faut avoir les cartes d'identité. Et pour avoir une carte d'identité au Togo, il faut à peu près 10 000. La carte me coûte 5 000, 2 500 pour le groupe sanguin, les photocopies, tout ça là. Vous voyez que c'est très difficile. Au Togolais, Landa, on dit qu'il est au SMIC de 35 000, d'enlever 10 000 francs d'un seul coup. La carte d'identité, ça se fait tous les 5 ans. Mais j'ai dit, mais tous les 5 ans, c'est vrai. Mais c'est difficile de l'enlever, 10 000 francs. Parce que les 10 000 francs, vous l'enlevez d'un seul coup pour aller le faire. Ce n'est pas échelonné sur 5 ans. C'est d'un seul coup que vous l'enlevez pour aller le faire. C'est très difficile pour des gens comme ça. Lorsque vous prenez le loyer à Lomé, qui est très cher. Moi, c'est... Donc, ce que je veux dire par rapport à la sécurité, c'est que le ministre de la Sécurité, la gendarmerie, la police, il faut
qui s'entendent. Quand je lis dans les journaux, moi, je suis quelqu'un, contrairement à directement, mais je ne sais pas ce qu'il pense sur ce point précis, j'ai été toujours contre qu'on nomme un militaire dans un gouvernement donné. Lorsqu'on nomme un militaire ministre de la Sécurité, par exemple, il n'est pas le plus gradé. Et vous comprenez que derrière aussi... Mais il n'est pas le moindre aussi, il est colonel tout de même. J'ai dit, il n'est pas le plus gradé. Je sais de quoi je parle, il n'est pas le plus gradé. Et qu'il y a des jalousies tout autour. Donc les autres peuvent dire, mais pourquoi c'est lui et moi? Et donc ils peuvent saboter aussi tout le plan qu'il met en place pour cadrer le pays sur le plan sécuritaire. C'est pourquoi moi je préfère toujours les militaires, quand on dit les militaires dans les casernes, d'accord, mais les patrouilles dont parlait directement dans le temps, c'est que c'était des patrouilles faites d'une façon, excusez-moi le terme, impolie, c'est-à-dire qu'on t'arrêtait avec ta copine, vous montez dans le véhicule, on vous dépose à des kilomètres, vous devez marcher pour revenir, tout ça. Aujourd'hui, moi je veux qu'on fasse comme genre Vigipirate en France, c'est-à-dire que 2 militaires, un policier ou 3 militaires, un policier, c'est-à-dire qu'il faut toujours un homme de loi au milieu des militaires pour cadrer la ville de Lomé et en finir avec l'insécurité. Donc, ce qui m'étonne, la dernière fois, j'étais devant chez moi. 3 policiers passent, il y a un armé, 2 qui ne sont pas armés, ils arrivent, j'étais devant chez moi, ils viennent, ils me demandent ma carte d'identité. Mais c'est une façon de dire aussi au ministre que même les cambrioleurs, ils ont des cartes d'identité. Et que, parler de carte d'identité, ils n'ont qu'à se rappeler que ce sont 15% des Togolais en âge de voter, ça dit plus de 18 ans. Non pas de carte d'identité. Vous avez soulevé tout à l'heure un point important, directement vous réagirez là-dessus. Les journaux ont relevé une certaine mésentente entre le ministre de la Sécurité et le directeur de la gendarmerie. Philippe Atakwa parlait des grades. On sait que le ministre de la Sécurité il est colonel, le directeur de la gendarmerie il est colonel. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'autorité? Non, je pense que, vous savez, la fonction dans l'armée, comme partout, la fonction prime sur le grade. Ça, nous le savons. Donc, non, il n'y a pas de conflit d'autorité. Il y a un ministre de la sécurité qui applique le programme du gouvernement et il y a un directeur de la gendarmerie qui est sous le ministre de la sécurité par rapport à la chaîne de commandement qui existe. Je ne pense pas qu'il y ait des conflits d'autorité, d'autant plus que, connaissant un peu le milieu, hiérarchiquement, même sur le plan des grades, si vous voulez, le directeur de la gendarmerie est moins gradé que le ministre de la sécurité. Donc, pour moi, contrairement à Philippe, c'est pas le gros problème. Le gros problème, c'est que... Oui, mais ça dit, est-ce que vous ne sentez pas, comme le relèvent les journaux, que ces deux ne s'entendent pas? Non, mais c'est pas la mésentente entre le ministre de la Sécurité et éventuellement le directeur de la gendarmerie qui fait qu'on n'a pas de réponse appropriée à la criminalité qui monte. Parce que s'il y a une réponse à donner, on a un ministre qui doit appliquer le programme du gouvernement. Et donc là, il y a une faillite aujourd'hui de l'action gouvernementale par rapport aux questions de sécurité. Et ces questions-là ne se limitent pas uniquement à la mésentente éventuelle qu'il y aurait entre le ministre de la Sécurité et le directeur de la gendarmerie. Moi, pour le peu que je connaisse dans ce dossier-là par rapport à notre observatoire, c'est qu'on sait que la hiérarchie militaire a ceci de très fort que quand il y a ce genre de situation, s'il y a un arbitrage à faire, c'est le chef de l'État qui fait cet arbitrage, sachant que le chef de l'État est en même temps chef suprême des armées. Donc, pour moi, je ne pense pas que le problème se situe là. Le problème, Philippe a relevé un souci, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui une réponse. Nous avons tendance à avoir juste une réponse sécuritaire, alors qu'il faut tenir compte de l'aspect juridique et même de l'aspect de l'évolution des technologies. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est évident que quand vous envoyez aujourd'hui quelqu'un en prison, parfois pour des délits mineurs, c'est même pas parfois pour des délits, parfois même pour des contraventions. Des gens se trouvent en prison pour une dette de 10, 15 000 francs. Parce qu'il n'avait personne, on l'a envoyé à la police l'a gardé, il a fait les 3 jours de garde à vue, paf, on a dit, écoute, si tu n'as pas amené l'argent, on te défère. Mais cette personne-là qui était une personne innocente, peut-être même quelqu'un de bonne moralité, se retrouve plongé, parce qu'on n'a pas, dans notre pays et dans beaucoup d'autres pays, mais une séparation. Vous trouvez des criminels
mais abjects, qui vont se retrouver avec quelqu'un qui est en prison pour 15 000 Il faut presque rien. Donc, cette personne-là qui va fréquenter ce criminel-là, en sortant, il devient criminel en puissance. Donc, il faut avoir une réponse d'abord juridique. Juridique en mettant en place, ça fait maintenant 5 ans, 10 ans qu'on en parle, des peines palliatives. Il ne faut pas que tout le monde se retrouve en prison, oui. Parfois même pour des éléments qui relèvent du civil. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le suivi. Le suivi, il n'est pas forcément limité au fait qu'on trouve du travail aux gens, mais on doit pouvoir, surtout pour certaines personnes, aujourd'hui on utilise les bracelets électroniques, on doit pouvoir par exemple suivre certaines personnes, on doit pouvoir par exemple... Là, déjà, est-ce que vous n'entrez pas dans des considérations qui sont quand même très élevées parce que vous l'avez reconnu, déjà que les moyens dont dispose la police, la gendarmerie sont insuffisants, si on va encore aller dans la haute technologie... Non, c'est pas uniquement dans la haute technologie. Je dis, on a la possibilité, vous savez, aujourd'hui nous utilisons les téléphones cellulaires, ils coûtent aujourd'hui 5-10 000 francs. Un bracelet GPS, par exemple, ne va pas vous coûter la prunelle de vos yeux en fonction de là où le commandez. Mais aujourd'hui, tous nos téléphones sont en réalité des moyens GPS. C'est-à-dire qu'on peut nous tracer grâce à nos téléphones. Il suffit de mettre une puce GPS dans un bracelet et vous pouvez tracer une personne avec ce bracelet-là. Ce n'est pas des technologies qui sont inaccessibles. Mais il y a aussi la possibilité qui est offerte à des personnes. Certes, il va être libéré, mais il a une obligation, parfois 2 fois, 3 fois dans la journée, ou une fois par jour, de passer à un poste de commissariat pour qu'on puisse le suivre. Parce qu'il faut mettre en place tous ces moyens juridiques. Si on a tendance de limiter, on dit ouais, mais le ministère de la Sécurité doit s'associer au ministère de l'Intérieur. Parce que aussi le ministère de l'Intérieur a un rôle à jouer dedans. Au ministère de l'Action civique, il faut le dire. Et pour finir, au ministère de la Justice. Si on ne comprend pas que la riposte doit être collective et l'ensemble, quand on a parlé maintenant de l'action du gouvernement, on doit venir à la société civile parce que la lutte contre la criminalité ne peut pas être gagnée uniquement par la voie sécuritaire, elle doit être gagnée par l'ensemble des couches actives de notre population. Et il faut qu'on ait une synergie. Ce qui me gêne un peu dans notre pays, c'est que depuis même qu'on a cette criminalité qui monte, il n'y a pas d'action concertée, ni entre les différents ministères, ni entre les ministères en charge de ce dossier-là et puis la société civile, les journalistes. Les associations, les organisations de la société civile, ils doivent pouvoir avoir une riposte collective. On doit pouvoir mettre en place des numéros verts qui permettent de pouvoir alerter plus facilement au lieu d'avoir les moyens qu'on a aujourd'hui avec les moyens, les réseaux sociaux, tout ça. On doit pouvoir trouver des moyens qui permettent de remonter plus facilement le renseignement. Mais ne nous trompons pas, le sous-effectif, le sous-équipement reste aussi des éléments qui font que dans la bataille contre la criminalité, si vous êtes en sous-effectif, je donne un exemple très simple. Mais quand il y a eu l'attaque à l'aéroport, on s'est rendu compte qu'il aurait fallu, on aurait eu un simple petit hélicoptère. Un hélicoptère, parce que vous ne pouvez pas faire, dans une ville qui est aussi touffue aujourd'hui, une poursuite sans avoir la 3e dimension. C'est pas possible. On aurait eu un très petit hélicoptère qu'on aurait sans aucun doute pu suivre ces gens-là, qu'on aurait mis en place un système, peut-être un groupe, on va dire même un groupe WhatsApp. Ok? Mais parce que au fur et à mesure, nous, l'observateur nos senseurs étaient là-dessus, on trouvait des gens qui prenaient des photos de ces gens au fur et à mesure qu'ils allaient. Et nous qui n'étions pas pourtant avec lui, n'avons pas des moyens particuliers, on arrivait à suivre quand même le mouvement de ces personnes. Comment on peut comprendre ça? Vous savez que cette attaque de l'aéroport a suscité beaucoup de questions parce que ça se passe à l'aéroport qui n'est pas très loin d'un palais de la présidence, une voie que le chef de l'État emprunte assez régulièrement. En plus, vous évoquez les moyens aériens. On a une base aéroportée qui n'est pas très loin de là. Comment ça se passe Mais ça se passe que je pense qu'il y a une mauvaise identification des risques sécuritaires dans notre pays. Donc il faut la adapter, on parle souvent de... C'est-à-dire il n'y a pas de vigilance, c'est ça? Non, c'est pas de vigilance, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les personnes en charge du dossier réadaptent leur logiciel aux menaces qui sont là aujourd'hui. C'est-à-dire que autrefois, comme Philippe l'a dit, on a beaucoup plus passé le temps à se dire l'ennemi c'est l'homme politique, l'ennemi c'est l'activiste. Voilà, maintenant il faut remettre à jour, faire une mise à jour du logiciel pour se dire que non, la menace la plus importante, elle est de deux sortes. On parlera de la menace terroriste tout à l'heure, mais elle est de cette criminalité d'abord urbaine et transfrontalière. Et donc, à partir de là,
trouver la solution pour faire face à ça. Parce que, vous savez, parfois, on vous dit, quand on vous donne l'effectif des policiers, des gendarmes, et parfois, vous vous rendez compte qu'on en a plus qui servent soit devant des banques, et ainsi de suite. Et bien, alors que la banque peut elle-même trouver les moyens d'assurer sa propre sécurité et parfois sur des missions périphériques, alors qu'on a besoin de policiers et de gendarmes. Dans les quartiers, on a besoin de policiers et de gendarmes, peut-être à moto pour pouvoir réagir assez rapidement. On a besoin d'une brigade criminelle qui a une réelle occupation sur les médias sociaux, sur Internet, ainsi de suite. Et on a besoin de personnes qui fassent la sensibilisation. On n'en peut pas suffisamment. Et ça, c'est quelque chose qui peut encore que devant les banques, hein, la posture même que prennent parfois ces militaires ne leur permet pas de réagir. Philippe Atakpa, vous avez suivi également ce sondage-là d'Afrobaromètre qui révèle que 79% de Togolais ne font tout de même pas confiance à la police. Même à la justice. Moi, j'irai plus loin. Même à la justice. Dans un pays normal, lorsque vous êtes poursuivi et vous voyez un corps habillé, vous dites, ouf, je suis sauvé. Mais ici, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que nous avons passé notre temps dans ce pays à présenter le militaire, le policier, le gendarme, comme le chef, l'homme méchant, c'est-à-dire l'homme qui doit protéger, vaille que vaille, le pouvoir. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, on a ce problème-là de confiance entre les hommes habillés et les civils. Mais je pense que avec le temps, ça va aller. C'est quand ils ont fait la porte ouverte à l'état-major, c'était une bonne chose. Moi, j'étais dans une école militaire, il y a des périodes où les civils, ils viennent. Même ils sont initiés au tir. Hein? Donc, on aurait pu continuer les portes ouvertes, là, que ce soit les portes ouvertes de la gendarmerie, l'armée elle-même. Non, ça a été une initiative de l'ancien chef d'état-major. C'est vrai que je ne l'aimais pas du tout, je le combattais, mais c'était une bonne initiative qu'on aurait pu continuer. Et une simple question que moi je me pose. En quoi mettre sur écoute Guéritama Jean-Pierre Je ne suis pas sûr. Jean-Pierre Favre, je ne sais pas qui contribue à la sécurité intérieure du pays. C'est ça que je suis en train de dire. En fait, notre problème ici, moi l'opposant, Philippe Atakpa du PSR, mon objectif, c'est de battre ce pouvoir, venir au pouvoir, appliquer moi, mon projet de société. Mon problème n'est pas de tuer. Or, les moyens qu'ils prennent pour m'étouffer, les moyens qu'ils prennent pour faire des trucs, s'ils prenaient ces moyens-là pour mettre à la disposition de la police, de la gendarmerie, même recruter plus de policiers, plus de gendarmes. Lorsqu'on dit sous-effectif, c'est vrai, il y a un sous-effectif. Quand tu vois un sous-officier en armes, ça veut dire vraiment que l'effectif n'est pas atteint. Parce qu'un sous-officier, c'est un chef d'équipe. Un chef d'équipe, bon, il est là pour diriger les autres. Mais vous le voyez, comme vous dites, devant les banques, il a l'arme, il est là, il est assis, il regarde. Tout ça là. Parfois, ils sont en train de causer, en train de jouer au ludo, au spa et tout. Voilà. Donc tout ça là, c'est pas normal. Et aussi dire au chef de l'État, c'est vrai, la sécurité maritime, moi je suis pour. C'est vrai. Mais il y a plus de Togolais qui vivent sur la terre ferme que sur les océans. Que sur les océans. Donc ça aussi, il n'a qu'à, sincèrement parlant, se débrouiller quoi, pour sécuriser notre pays. Le Togo n'a pas de pétrole, mais le Togo, Dieu, dans sa bonté, nous a donné un port à eau profonde et nous a donné la nationale 1 pour pouvoir désenclaver le Sahel. Vous savez, rien que la nationale 1, pour nous, c'est des puits de pétrole. Et mais pour faire venir les gens là, il faut la sécurité. C'est vrai, la sécurité maritime, mais il faut aussi la sécurité à l'intérieur du pays. Si quelqu'un vient avec son gros camion, se disant, en allant chez lui, il va être braqué en chemin à Daja, Wahala ou je ne sais pas où, mais ils ne vont pas venir ici. Ils vont changer, aller dans d'autres pays. Et donc, notre sécurité doit être réorganisée carrément. Il faut revoir. L'ancien chef de l'État, Yadema, la sécurité c'est lui. Il le disait, la sécurité c'est lui. Il connaissait aussi ses origines modestes. Mais Faure Gnassingbé, ses origines n'ont jamais été modestes. Donc il ne peut pas comprendre quand les gens
crie par rapport à l'insécurité. Il ne peut pas comprendre quand les Togolais, on a parlé tout à l'heure que c'est la pauvreté qui entraîne tout ça. Il ne peut pas comprendre quand les gens disent qu'ils sont pauvres, qu'ils n'ont rien à manger, parce que pour lui, FNFI, c'est bon. Déjà, j'ai fait ça, c'est bon. Les gens peuvent bien dire non. Bon, là, nous allons dans un autre débat. Je voudrais maintenant qu'on close ce débat en parlant par rapport aux populations elles-mêmes. Comment se protéger? Est-ce qu'il faut qu'on commence par suivre des cours de self-défense? Qu'est-ce que faire, Jerry Tama? Bon, nous déjà la semaine prochaine, nous allons faire une conférence de presse avec publication de certaines mesures élémentaires. Je pense qu'il faut jouer d'abord sur la sensibilisation. On ne va pas quand même changer notre mode de vie à cause de ces... Non, il faut pas changer de mode de vie, mais il faut être prudent. Et donc, il y a aujourd'hui des attitudes à risque qui font que si vous avez ces attitudes à risque, vous avez multiplié le nombre de chances de subir ces attaques. Donc ce qu'il faut d'abord, c'est d'abord alerter. Parce que vous savez, malheureusement, c'est pas tout le monde aussi qui suit les médias, qui est sur les réseaux sociaux. Donc, l'information ne parvient pas. Vous prenez la bonne dame qui va vendre son truc au marché. Toute la journée, elle est occupée à vendre son truc. Elle n'est pas forcément... elle n'a pas forcément de radio à côté. Elle ne suit pas la télévision, elle n'est pas sur Facebook et tout ça. Donc, il faut d'abord aller à la sensibilisation, dire, écoutez, il y a des attitudes à risque, que ce soit en moto, que ce soit en voiture, que ce soit à pied, que ce soit dans votre maison. Voilà. Et ensuite, il faut faciliter la maîtrise des moyens, des numéros qui sont mis en place par les autorités, parce que au-delà, c'est important quand même de pouvoir alerter. Et puis, insister aujourd'hui sur ce qu'on appelle la solidarité communautaire. C'est-à-dire que vous pouvez, dans un quartier, mettre en place des moyens de signalisation. Parfois, ce n'est que des sifflets. Mais un simple coup de sifflet peut alerter les autres pour faire en sorte qu'on vienne vous donner un coup de main. Donc, insister aussi sur la mise en place de ces moyens de solidarité, pas la mise en place de milices, bien entendu, mais de moyens de solidarité complémentaires et communautaires qui permettent aux gens de pouvoir assurer la sécurité les uns vis-à-vis des autres, parce qu'on a parlé aujourd'hui de temps d'intervention qui est excessivement long du fait de l'insuffisance du moyen. Donc, il faut sensibiliser. Ça, bon, nous, on va essayer de faire notre part du truc, mais je pense aussi qu'aujourd'hui, il est de la responsabilité des autorités, que ce soit le ministre de la Sécurité, tous les ministres que j'ai cités, que ce soit les préfets, les maires, de pouvoir mettre en place des moyens simples d'information. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que... Maintenant, après, je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une réaction juridique beaucoup plus adaptée. On a un nouveau code pénal qui, sur certains de ces délits-là, est plus répressif. C'est pas mauvais, mais il est évident que dans tous les systèmes mondiaux, quand quelqu'un est attrapé, envoyé en prison pour 10 ans, la plupart du temps, parfois au bout de 2 ou 3 ans, il a une remise de peine et il sort. Donc, pour la population, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est d'abord la sensibilisation, l'information et puis la mise en place éventuelle de ces moyens de cette solidarité communautaire qui permettent aux gens. Malheureusement, ce qui est malheureux au Togo, c'est que nous sommes en train de devenir comme les Blancs Guillemets. C'est-à-dire que chacun veut chez lui. Voilà, moi je connais pas, je peux vous dire, je connais pas tous mes voisins. Donc il est évident que si vous n'avez pas de relation particulière avec votre voisin, si vous créez la nuit, il ne va pas venir parce que vous n'avez pas de relation avec lui. Même question, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Aujourd'hui, on a touché le cas des forces de sécurité. Maintenant, la population, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Il y a les CDQ. Dans tous les quartiers de Lomé, il y a des CDQ. Comité de développement de quartier. Voilà. C'est le lieu aussi de pouvoir aider ces CDQ-là pour qu'en cas d'alerte, ils puissent avoir un numéro pour l'alerter automatiquement, la police ou la gendarmerie, pour pouvoir intervenir dans un temps très court. Et aussi, il faut éviter les sorties inutiles, les sorties nocturnes inutiles. Si ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine de sortir. Et puis aussi, ce qui est très important dans ce truc-là, c'est que parfois, c'est larcin-là, c'est votre voisin. Parfois, il n'est pas loin, c'est-à-dire que lui, il va avoir l'ami lointain qui va venir faire, mais c'est entre eux, ils se sont entendus pour faire des trucs comme ça. Donc, d'être très vigilant. Et puis, au niveau vraiment judiciaire, c'est qu'il est temps, par exemple, que lorsque quelqu'un
commet un délit, il soit puni proportionnellement au délit. Mais l'envoyer en prison, c'est bien, mais l'éduquer réellement pour que quand il ressorte, il ne répète pas les mêmes bêtises, c'est mieux. Voilà à peu près ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Alors donc merci pour tout ce qu'on a dit sur ce sujet de l'insécurité. On va parler maintenant de notre sujet tout aussi important, c'est ce qui se passe actuellement à Mango, alors qu'on croyait le calme revenu dans cette localité. Eh bien, on renoue avec la violence et le paroxysme a été atteint avec le lynchage du commissaire de la localité qui a trouvé la mort, un lynchage que nous condamnons avec la dernière rigueur, Géritama, parce qu'on ne s'en prend pas à un homme en treillis. Oui, bon, maintenant, après... D'abord, je voudrais donner une précision, c'est que celui qui a été lynché, ce n'est pas le commissaire de la localité, c'est le commissaire divisionnaire. C'est celui qui coiffe toute la région. On ne connaît pas trop. Voilà, non, mais c'est pour ça que nous sommes là et c'est les détails qu'on doit donner. Donc, c'est quand même d'abord quelque chose qui est inédit, parce qu'un commissaire divisionnaire, c'est un peu comme un général d'une troupe. Et donc, ben, vous imaginez que si à la première escarmouche, le général tombe, ça pose un problème. Souvent, c'est d'abord la piété qui tombe, ensuite les officiers supérieurs, les officiers supérieurs, et puis après, voilà. Donc, je m'associe à vous pour d'abord apporter toute ma compassion à sa famille, prier pour le repos de son âme, et condamner aussi le fait que quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions, puisque c'était entré dans l'exercice de ses fonctions, c'est pas une altercation entre deux citoyens, dans l'exercice de ses fonctions, et il est évident que quelle que soit la colère, on ne porte pas la main sur quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, il y a aussi une explication, il y a ce qu'on appelle l'effet de foule. Et il est évident que quand vous vous retrouvez, ça c'est on va dire le principe même de tous nous deux, on a fait le maintien d'ordre. Quand vous faites le maintien d'ordre, il est interdit de se retrouver seul face à la population. Dans le b.a.-ba du maintien d'ordre, c'est que vous avancez compact, groupé, équipé, bien entendu, et c'est uniquement la clé de la survie. Parce que, quel que soit le pays dont il s'agit, si vous prenez un militaire lors d'une manifestation où déjà il y a eu, sur les éléments qui nous sont arrivés, des tentatives de dispersion, c'est-à-dire que lancement de grenades lacrymogènes et tout ça, donc tout le monde est furieux. Ben, si quelqu'un se retrouve seul au milieu de la foule qui est furieuse, agressive, il est évident que c'est l'effet de foule, on ne peut pas maîtriser. Et bon, les conséquences sont telles qu'elles sont. Donc, oui, je pense que condamner, mais il y a aussi à insister sur le mode opératoire des gens dans ce genre de milieu. Maintenant, pour revenir sur le cadre global de ce qui se passe à Mango, c'est que nous sommes dans une situation inédite où il n'y a pas de dialogue social. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a l'impression que ce n'est plus des hommes qui vivent à Mango, c'est-à-dire que ce soit surtout au niveau du pouvoir central, et que bon, on peut faire ce qu'on veut, alors qu'on doit pouvoir maintenir le dialogue social, surtout après les 5 morts. C'est-à-dire que tout le monde a déploré. Et les 5 morts, on a dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit avoir des morts? On a nommé ici des manifestations qui regroupent des milliers et des milliers de personnes. Il n'y a parfois même pas de blessés. Il n'y a parfois pas de blessés, parfois les blessés, c'est les gens qui en courant sont tombés, ainsi de suite. Mais comment se fait-il que à l'intérieur du pays, dès qu'il y a une petite manifestation, on déplore 2, 3, 4, 5 morts. Donc on s'imaginait qu'après la condamnation de ce qui s'est passé le premier jour, qu'on devait être à l'abri, on se rend compte que le dialogue social a été complètement rompu dans cette ville-là. Et il y a une crainte, c'est que est-ce que c'est la fin des violences? Aujourd'hui, en arrivant, on a eu des échos sur des violences encore qui se sont installées dans la ville, parce que vous savez aussi que les militaires ont ce qu'on appelle, les forces de l'ordre ont ce qu'on appelle l'esprit de corps. Et donc quand il y a un des leurs qui tombe, si on ne fait pas attention, des gens vont être, même parfois à titre individuel, tentés par l'envie de faire des représailles. Et donc il faut absolument, à notre sens, intervenir rapidement, parce que le dialogue social a complètement été rompu. Et moi, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, alors qu'on a dit qu'on abandonne le projet, alors qu'on a dit que bon, ok, on pardonne à tout le monde, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi est-ce que d'autres personnes sont restées en détention, d'autant plus que, je reviens encore à l'effet de foule, on ne peut pas juger quelqu'un qui a commis un acte dans une foule, parce que
l'environnement sociologique de la foule a des implications qui sont plus importantes que l'acte isolé de l'individu. Donc il faut tenir compte de ce paramètre-là. On aurait pu peut-être attendre plus tard faire des procès s'il y a des plaintes qui sont déposées. Ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas reprendre les actes, mais pour des besoins d'apaisement, nous n'arrivons pas à comprendre. Pourquoi est-ce que d'une part, les gens, les 3 personnes, n'ont pas été libérés au même titre que la 50aine qui avait été appréhendée? Pourquoi est-ce que quand il y a la menace de manifestation, il n'y a pas eu de discussion pour, bien entendu, estomper cette menace-là? Et pourquoi est-ce que ce commissaire brave s'est retrouvé tout seul au milieu d'une foule? Alors, Philippe Atakwa, on pensait que le calme était revenu tout de même. Tout d'abord, mes condoléances à toutes les familles qui ont eu des morts au cours de ces manifestations. Aussi, revenir vraiment à la source de la chose. Lorsque nous faisons les manifestations à Lomé, je me rappelle le 12 juin, la gigantesque manifestation de décompte. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a rien. Mais le problème qui se pose réellement dans le septentrion, vous allez m'accuser de faire de la politique politicienne, mais je suis un homme politique, c'est-à-dire je le lis politiquement aussi. C'est parce que le Nord est considéré par ce pouvoir comme étant leur fief. Et que, comment un homme du Nord peut manifester alors que eux, ils se considèrent comme ils sont là pour les gens du Nord. Donc ce qui fait que ils n'arrivent pas à comprendre vraiment que les choses ont évolué depuis des années. Mango, moi j'ai fait Mango. Mon grand frère était professeur là-bas. Et quand le colonel Djoua, qu'aujourd'hui les gens disent qu'il a fait des exactions à Mango, il a fait quoi, un homme de Mango, vous pouvez demander à n'importe qui de Mango, il vous dira, sans Djoua, il n'aurait jamais eu d'électricité dans la ville de Mango. Parce que les gens disaient, les sécurocrates disaient dans le temps que l'électricité va faire fuir les animaux. Donc il ne fallait pas mettre l'électricité. C'est Djoua même qui a fait mettre l'électricité à Mango. Je le dis, je le répète, et je suis prêt même à m'affronter à qui que ce soit sur ce point. Mais le problème, imaginez, on arrête les enfants, on arrête les gens, on enferme. Et après on dit, on les a libérés. Mais il reste 3 personnes. Les jeunes vont vers le préfet dit, ah, ça c'est un problème entre vous. Que c'est vos frères même qui les ont mis là-bas, allez voir vos frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je peux aujourd'hui décider de mettre mon petit frère en prison sans passer par la justice. Elle est où la justice togolaise? Ça aussi c'est un gros problème. C'est-à-dire que tout ça là m'amène à dire réellement, est-ce que ce pays-là est dirigé? Est-ce que ce pays est géré? Ou bien ils sont là seulement pour ponctionner le pays financièrement? Lorsqu'un pays est géré, c'est pour ça qu'il y a plusieurs ministères, ministère de la justice, ministère de la sécurité, ministère du travail. Il y a plusieurs choses à faire. Et Mango, pendant longtemps, mais vous ne pouvez même pas tuer un écureuil, même un serpent, lorsque vous cultivez là-bas. Et c'est tout à fait normal que les gens se méfient de la faune. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais lorsque vous voulez ramener ça là, il faut penser les plaies. La CVJR a donné des recommandations par rapport à cette faune. On en a fait quoi? Rien. C'est-à-dire que ce pouvoir pense qu'il est en droit de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que les Togolais... D'ailleurs, ce pouvoir, vous le prenez bien, il y a 2 choses que ça fait. Ou alors on te corrompt. Si tu refuses, on te mate. C'est les 2 choses. C'est l'argent et la violence. La preuve, quand je parle de l'argent, lorsqu'ils étaient allés pour le balisage, pour le bornage, à certains, on leur a donné telle somme, à d'autres telle somme, pour pouvoir faire le bornage. Et on dit, oui, nous avons rencontré les cadres de Mango. Tous les cadres de Mango ne sont pas de UNIR. Si vous rencontrez que les gens de UNIR, vous discutez avec eux, et vous dites, vous avez rencontré les cadres de Mango. Non, tous les cadres de Mango ne sont pas dans UNIR. Et tous les cadres de Mango ne sont pas de la fonction publique. Par rapport à la définition que je donne au mot cadre. Voilà. La réalité, ce qui se passe. Et aussi, maintenant, il y a un problème de leadership politique. Par exemple, vous prenez UNIR, tout de suite, groupé derrière le président du groupe parlementaire,
qui dit oui, le ministre de l'Environnement n'a pas fait son travail, parce que le ministre de l'Environnement était du FC. S'il était de UNIR, ils allaient changer de langage. C'est vous dire, ce pouvoir, tous les Togolais doivent le savoir. Ce pouvoir ne nous amènera nulle part. Donc c'est... Bon là, vous retournez dans la campagne. Là. Non. Déjà fini avec la campagne. Non, c'est pas la campagne. Je voudrais qu'on revienne vraiment au cas Mango, hein, pour dire par exemple, on sait que dans les... Non, j'ai pas fini. J'ai beaucoup de trucs. Vous savez, le commissaire, quand le commissaire est tombé, c'est très grave. C'est un général sur le front que tombe. C'est comme on va en guerre et Napoléon est le premier à tomber. C'est très grave. C'est comme on va en guerre et le général Katanga est le premier à tomber. C'est très grave. Et que jusqu'alors, je ne vois pas la mesure de la chose par rapport au niveau de l'État. C'est-à-dire, j'ai l'impression, oui, c'est arrivé. C'est un acte banal. C'est un acte banal. Ça peut arriver. Non, c'est pas un acte banal. C'est un commissaire divisionnaire. Qui est tombé. Jerry Taman, on sait que dans les revendications des manifestants, ils demandaient que le préfet soit relevé de ses fonctions. Là, c'est le président de la délégation spéciale qu'on a relevé pour autre chose hein, qui n'avait même rien à voir avec cette affaire. Est-ce que vous pensez là qu'on prend réellement la mesure de ce qui se passe dans le milieu? Bon, vous savez, on a un gros problème au Togo, c'est le problème de l'impunité et de la responsabilité. Le problème de l'impunité, c'est que y a des choses qui se passent graves, et puis on n'a pas l'impression que, que des gens soient punis par rapport à leurs responsabilités. Donc, le problème de la responsabilité, c'est quoi? C'est que quand il y a un incident, il faut qu'il y ait un responsable. Et que ce responsable-là paye. Quand il y a eu les morts à Mango, quand on nous a dit les commandants de compagnie ont été mis au arrêt, mais il y a quelqu'un qui a demandé à ce que les commandants de compagnie sortent. Un commandant de compagnie, quelle que soit son unité, ne s'élève pas de son propre chef pour aller intervenir sur une manifestation qui plus est, la plupart du temps, on prend des militaires qu'on envoie qui ne sont pas formés pour faire le maintien d'ordre et qui, même si aujourd'hui, à cause de la projection des militaires sur les théâtres d'opération, il y a quand même des rudiments de maintien d'ordre qui sont donnés, mais ils ne sont pas équipés. C'est-à-dire que quand on prenait quelqu'un avec son béret sur la tête, et parfois on le voit à la télévision avec un bâton dans la rue, dans le truc, si on lui balance un caillou sur la gueule, il oublie complètement que là, les règles d'engagement, et puis après c'est opération même. Donc, c'est quand vous avez, on a parlé de l'OME ici, quand vous avez des gens qui sont équipés, comment les voir équipés en Robocop avec un bouclier, un casque avec visière, des protections, en réalité, ils savent que tous les cailloux qu'on les balance, ça ne fait rien. Et en ce moment-là, ils peuvent faire du vrai maintien d'ordre. Donc, le gros problème aujourd'hui, c'est que à partir du moment où il n'y a pas de responsabilité, qui est le responsable? Est-ce que c'est le préfet? C'est en réalité, d'une part, à l'enquête administrative, mais surtout à l'enquête indépendante qui doit se mettre en place, qui doit dire qui est le responsable. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle les mesures conservatoires. Et ces mesures conservatoires-là, pour un préfet qui fait 13 ans dans le milieu, qui est aujourd'hui un vrai habitué du milieu, quand on a quelque chose comme ça, où on a jusqu'à 5 mois, il faut qu'on ait des sanctions exemplaires. Donc il faut qu'on lève, même si peut-être la première responsabilité ne compte pas à la personne, il faut qu'on sanctionne des gens. Et puis, je pense que quand ça s'accompagne d'une revendication comme celle-là, oui, à mon sens, il aurait été intéressant que pour rassurer les gens, les familles, les personnes qui aujourd'hui souffrent à l'hôpital, les familles qui souffrent aujourd'hui dans leur esprit du fait de la répression qu'il y a eu, qu'il aurait fallu qu'on ait des sanctions plus exemplaires que mettre à l'arrêt des commandants de compagnie. Le préfet étant le responsable, le maire, heureusement ou malheureusement, il n'est pas mis en cause sur son rôle dans la gestion du conflit, mais bon, sur un peu de détournement de fonds, et puis peut-être même monter plus haut, j'en sais rien, mais c'est que nous, après les événements de Namongo, nous avions demandé une enquête parlementaire indépendante, qui seule peut mieux mettre la lumière sur ce qui s'est passé, parce que les enquêtes, que ce soit administratives qui se mettent en place depuis, on n'a jamais on ne voit jamais la conclusion d'ailleurs de l'enquête. Je prends toujours l'affaire d'Adewi, où on nous avait dit par exemple qu'il y a une enquête qui va être menée. À ce jour, personne n'a encore vu la couleur du résultat de l'enquête qui a été menée. Donc il y a énormément de l'enquête sur les incendies. À ce jour, on a dit que l'instruction a été bouclée, mais personne n'a encore le résultat de l'enquête. Peut-être que ça va être produit lors du procès hypothétique, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de la responsabilité. Et tant qu'il n'y a pas de responsabilité, et tant qu'il n'y a pas de sanctions exemplaires, la violence se nourrit de l'impunité.
Si les gens ont tendance à se faire justice, c'est parce qu'ils perdent la confiance qu'ils ont en la justice. Si les gens ont tendance à régler eux-mêmes leurs problèmes, c'est parce qu'ils ne se sentent pas écoutés et pris en charge par la justice, par même la police quand ils ont des problèmes. On parlait tout à l'heure de l'insécurité, c'est à peu près la même chose. Si les gens avaient l'impression que quand ils soulèvent des problèmes, et problèmes réels par exemple liés à la faune dont on parle aujourd'hui, qui a traumatisé de façon durable les populations de Loti, Mandouri et Pendjal, je pense qu'aujourd'hui, une telle opération aurait eu une meilleure préparation, et à partir du moment où le gouvernement s'est rendu compte qu'il y a des erreurs, c'était vraiment fait profil bas, libérer tout le monde et reprendre les négociations dès le départ. Maintenant on a l'impression que bon, en réalité la vie humaine malheureusement n'a pas le même sens pour certaines personnes que pour nous, et donc quand on a perdu 5 personnes à Mango, bon, voilà, c'est une sorte de fatalisme, c'est pas si grave que ça. Qu'on perde un commissaire divisionnaire, et moi je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions plus importantes. Perdre un commissaire divisionnaire, et de cette façon-là, nous on a vu les photos sur les réseaux sociaux, c'est horrible. Et pour un commissaire, on dit que c'est l'équivalent entre guillemets d'un général dans l'armée par exemple. Donc perdre un commissaire divisionnaire comme ça, et lâcher dans la rue au sol comme on l'a vu là, c'est horrible. Et il faut absolument prendre des mesures administratives, sécuritaires, pour faire en sorte que surtout le dialogue social revienne à Mango, et que avant toute action, que la concertation existe. Pour terminer, je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout ça, mais aujourd'hui, si nous avions la décentralisation, avec un maire élu à Mango, je suis sûr que le problème se serait posé avec moins d'acuité, parce que ce serait quelqu'un qui irait parler à ses administrés, et il serait en même temps le médiateur que le représentant, peut-être même du ministère de l'administration. Mais à défaut d'avoir la décentralisation, nous avons quelque chose qu'on a commencé à mettre en place, c'est le médiateur de la République. Normalement, le médiateur de la République, il n'est pas seul à Lomé, mais il a dans toutes les préfectures des représentants. Mais donc, ce que nous avons dans un pays des institutions sur papier, et quand on se retrouve dans l'épreuve de la réalité, en réalité, on voit qu'aucune de ces institutions ne fonctionne. On n'a pas de maire, on a un maire élu qu'on vient de limoger, un maire nommé qu'on vient de limoger, on a un préfet qui est là depuis 13 ans, on n'a pas de médiateur de la République, on a, et c'est assez curieux, aucune des associations de défense des droits de l'homme, aucune des associations qui existent dans notre pays qui a joué un rôle de médiation. On a vu la CNDH qui est allée, qui a fait un petit tour, qui a salué tout le monde qui est revenu. Bon, à la limite, ce n'est pas forcément son boulot aussi, mais on se rend compte qu'on a l'impression que Mango est laissé à lui-même, à se démerder, et puis on risque encore à cette allure de déployer des mots. Parlons toujours du préfet. On sait que l'Alliance des démocrates pour le développement intégral a lancé une pétition pour réclamer le départ du préfet. Est-ce que vous alliez à cette démarche-là? Pour moi, la question ne se pose pas en ces termes. Déjà... Vous voulez en faire une question politique, c'est ça? Un préfet qui fait plus de 10 ans, il n'est pas seul. Il y a... Chez moi, sauf moi là-bas, un préfet qui est là depuis des siècles. Et lorsque vous êtes là, c'est-à-dire que trop de pouvoir tue le pouvoir. Lorsque vous êtes là depuis des années, prenez, lorsque vous avez votre véhicule, les accidents qui arrivent le plus souvent, c'est entre le travail et la maison. C'est-à-dire que le chemin que vous connaissez le plus, c'est là où il y a les accidents. Donc, pour moi, tous les préfets, un préfet, normalement, ne doit pas faire plus de 5 ans dans une localité. Il faut le changer. 3 ans. Il faut le changer. Moi, je suis gentil, je leur donne 2 ans de plus. 5 ans, on doit les changer. Prenez ce qui s'est passé à Dapran. Les 2 enfants qui sont morts. On nous a dit, oui, on l'a mis aux arrêts de rigueur. Mais nous, civils, comment nous savons que c'est vrai, ça a été fait? Ça aussi, c'est un autre problème. Oui, mais le ministre de la Sécurité a dit qu'il y a un des policiers qui est en prison à Dapran. J'ai dit, il faut des tribunaux militaires. Un tribunal militaire, ce qui nous permettra de voir clair que oui, il a été jugé, il a été condamné. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le maire de Mango. Voilà, il y a un problème. Et pour faire diversion, on dit il a détourné des fonds, on va l'arrêter. Mais non. Le problème, c'est que le maire de Mango, quand il y a manifestation, le maire de Mango partage les prérogatives avec le préfet. C'est lui qui a donné le OK de manifestation. Et je pense que c'est pour cela réellement qu'il a été arrêté. Ce n'est pas pour autre chose. Mais revenons maintenant terre à terre.
pour sortir de cette situation. Pour moi, je pense que pas la terre. Première chose, il faut sauter le préfet. Le préfet, il est Kedjang, hein? Il est de chez moi, le préfet. C'est un grand frère. Hein? On doit le sauter, ce préfet. Il faut le sauter. Deuxième chose, c'est que il faudrait que tout le monde s'asseye et discute réellement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plutôt que d'aller acheter les gens, le silence des gens, il faut vraiment mettre tout le monde. Dire, ce projet-là, c'est gagnant-gagnant. C'est un projet qui peut être gagnant-gagnant. Mais il ne faut pas oublier le traumatisme. C'est ça aussi, les sociologues, les psychologues, c'est très important aussi de les avoir sur place pour accompagner psychologiquement les gens qui ont perdu leurs enfants inutilement. Qu'est-ce qu'un chat cherche dans une manifestation? Qu'est-ce qu'un militaire cherche dans une manifestation? On n'a pas été formés pour faire maintien d'ordre. On a été formés pour mater, pour défendre les frontières, pour tirer. C'est notre rôle premier. C'est pour ça quand M. Yark, le colonel Yark dit qu'on a tiré en l'air, la balle est tombée et c'est ça qui a tué les gens. Quelqu'un qui a fait une bonne terminale T sait que lorsqu'on tire, c'est l'énergie cinétique, il y a une vitesse. À un moment donné, lorsqu'il n'y a plus de vitesse, elle retombe, c'est l'énergie potentielle. Et là, c'est le poids qui peut tuer quelqu'un. La cartouche, quel poids la cartouche a, et ça tombe sur quelqu'un, la personne. Et en plus, quand ça rentre dans la poitrine, on se pose une question. Voilà. Donc, quand il dit des choses comme ça, quand il dit... quand il dit des choses comme ça, moi, ce qui me fait mal, c'est que la TVT est sur le câble. Et que les gens à l'étranger nous regardent. Alors, les gens à l'étranger qui nous regardent, ils vont dire, mais... Comment ça? C'est des balles GPS. Comment ça se fait? C'est-à-dire il faut dire la vérité, il faut dire les choses. Et lorsque nous avons notre TVT sur le câble, il faut qu'on soit responsable. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Parce qu'un colonel qui dit... Oui, mais même si ce n'est pas, que sur les câbles, même l'opinion nationale, on n'y croit pas trop. Nous qui n'avons pas d'expérience d'armes, c'est énorme quand même. Oui, c'est énorme. C'est-à-dire que dire des choses comme ça, c'est honteux pour moi de dire qu'un colonel peut tenir un tel raisonnement. Moi, ça me fait mal. C'est une explication. Ce n'est pas... Alors, Philippe Ataka, vous vouliez soulever tout à l'heure, on va le dire en deux mots, la vindicte populaire qui a cours ces derniers temps. C'est vrai, c'est plus par rapport aux voleurs, mais quand on se fait justice soi-même, quand on lynche quelqu'un qui meurt, ça devrait être condamné aussi. Non, nous, au niveau de l'Observatoire, nous condamnons mais très fermement cette vindicte populaire-là. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un risque de règlement de comptes entre voisins, entre personnes qui ont des comptes à régler avec cette vindicte populaire. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il suffit de crier au voleur que c'est automatiquement la roue au cou. Parfois, on ne sait même pas d'où viennent les roues. Et en plus, c'est que... comme aucun voleur n'a jamais dit qu'il a volé, donc ça veut dire que même si on vous prend en personne innocente, on dit au voleur, vous dites ouais, j'ai rien volé, on dit oui c'est ça, c'est ce que tous les voleurs disent. Donc moi il y a un danger, je pense que autant nous devons lutter contre la criminalité, autant nous devons lutter avec acharnement contre cette façon de se rendre justice, parce que c'est à partir du moment où on se rend justice, c'est la porte ouverte à tous les abus. Chacun peut décider comme ça, vous direz peut-être nous on est un peu connus. Mais vous sortez une personne inconnue, tu veux ouvrir ta voiture et quelqu'un dit « Oh, voleur, il vole ma voiture ». Ben, on vient te prendre, te mate. Et le gars, le voleur même va prendre maintenant après ta voiture parce que une fois qu'on va te mater, il va prendre les clés et partir. Donc, non, je pense que c'est très important pour tous ceux qui nous écoutent que même si parfois on a l'impression que les voleurs comprennent, ils vous font Dieu pas longtemps et qui s'en vont, même si on a aussi l'impression que la police ne fait pas suffisamment son travail, même si on est parfois outragé par les morts qu'on a du fait de l'action des voleurs, une société doit avoir des normes, une société doit avoir une humanité, et cette humanité-là doit nous amener à pouvoir remettre toujours les voleurs qu'on intercepte aux autorités pour éviter tous les abus, parce qu'on risque de finalement tuer plus d'innocents. Et les voleurs, au bout d'un certain moment, vont comprendre que
il y a plus intérêt même à crier voleur pour un innocent. Et que bon, finalement, après, qu'ils finissent par se prendre. On a des cas aujourd'hui où on a tué des gens et ça a révélé plus tard que ce n'était pas d'abord des voleurs. Et puis, tout récemment, on a eu... Vous imaginez quelqu'un perd la vie pour un vol de portable? Ça fait cher quand même la vie, la perte de la vie. Donc, il faut sensibiliser, je reviens encore à cette histoire, sensibiliser, avoir des numéros verts, mais surtout avoir aussi une capacité de réaction assez rapide. Moi, je suis surpris par une chose ces derniers temps sur les réseaux sociaux, c'est que parfois même, on dit, ah, on vient d'attraper un voleur dans un quartier, et tout le monde dit, oh, et on fait qu'on l'a pas encore tué. Non, il faut qu'on voilà, faut qu'on grandisse, il faut qu'on soit un peu plus responsable. Et puis, ce qui est particulier aussi, nous sommes à Lomé, au Togo, dans une ville où largement plus de la moitié de la population a une grande spiritualité, a une pratique religieuse qui est très importante. Et dans toutes les religions, quelle que soit la religion qu'on pratique, la vie est sacrée. Il faut absolument qu'on puisse respecter la vie. Philippe Atakwa, vous direz un mot sur la vindicte populaire. Et puis, sur la question du terrorisme, il y aura juste un tour de table parce que le temps est déjà parti. Un mot. Sur la vindicte populaire. Un mot, par exemple, n'a pas de couleur politique pour moi. Un mot, c'est un Togolais qui est mort, c'est une perte. Ce n'est pas normal. Pour moi, la vindicte populaire, c'est l'échec de la justice. La vindicte populaire, c'est l'échec de la sécurité même d'un pays. Parce que dans un pays normal, où la justice fonctionne, où la sécurité fonctionne, on doit porter plainte et aller au bout, au tribunal et au juge de prendre les décisions adéquates. Bon, tout dernièrement, il y a eu des recrutements dans l'armée. Il y a eu des recrutements là, tout dernièrement. Bon, les gens ne sont pas encore allés au Centre national d'instruction, mais j'espère que les gens qu'on a recrutés là, ils vont vraiment les former, mais pour les verser dans la police et dans la gendarmerie, plutôt que de les envoyer dans l'armée, parce que vu l'insécurité grandissante de notre pays, il faut vraiment faire quelque chose pour la population. L'insécurité, c'est pour la population. C'est-à-dire que la sécurité plutôt, c'est pour la population. Il faut protéger vraiment notre population. Lorsqu'on est incapable de protéger la population, c'est qu'on ne fait rien. Même pour manger, il faut être en sécurité. Alors maintenant, parlons du terrorisme directement. On va juste faire un tour de table là-dessus. Vous voyez, ça devient inquiétant. Pratiquement aucun pays n'est aujourd'hui à l'abri parce que l'ennemi, ce n'est pas un territoire en soi, l'ennemi est pratiquement invisible. Non, pas l'ennemi invisible, il faut bien garder des gens, mais l'ennemi est difficilement identifiable. Mais je pense que, quand vous le dites si bien, il faudra qu'on consacre une vraie émission à cette question terrorisme, parce qu'il y a quelque chose qui est nouveau. C'est que, autrefois, on savait que, par exemple, Al-Qaïda visait principalement certains pays. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, les victimes du terrorisme sont plus importantes en Afrique que dans les pays occidentaux ou que même au Moyen-Orient. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, par exemple, Boko Haram tue plus de personnes en Afrique que l'État islamique entre la Syrie et l'Irak et même en Occident. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se dire, ouais, mais de toute façon, c'est chez les Blancs que ça se passe, nous on est à l'abri ici parce qu'on n'a rien. Non, le mode opérateur nouveau des nouveaux groupes terroristes, c'est s'installer et créer la terreur partout, sans aucune relation avec que ce soit la richesse, l'Occident, tout ça. Donc oui, il y a une menace qui est encore plus importante même que la criminalité dont on a parlé aujourd'hui, parce qu'elle est complètement indiscriminée. Le voleur, il vole quelqu'un qui a un portable, il vole quelqu'un qui a une moto, ainsi de suite. Mais le terroriste tire sur tout le monde, il met une bombe qui va attaquer tout le monde, il va aller dans une église, dans une mosquée, dans un marché et se faire exploser. Donc c'est je pense, la menace, elle est là, rampante, permanente. Il faudra sans aucun doute avoir plus de temps pour en parler. Philippe Atakwa, on termine avec vous. Aujourd'hui, le problème, c'est que les guerres ne sont plus ce qu'elles étaient. Avant, il y a deux pays là qui se déclarent la guerre, qui s'affrontent. Aujourd'hui, l'État islamique, là, il est partout. Boko Haram, il est partout. Vous ne savez pas à quel moment il va réagir brutalement et tuer. Et lui, son objectif, c'est tuer le maximum de personnes. Lorsqu'il va sur le marché, sur un marché, la majorité c'est des pauvres qui sont là-bas. Il va tuer les commerçants. La majorité des commerçants c'est des musulmans. Quand on prend dans notre pays, les vrais commerçants c'est les Kotokolis qui sont majoritairement musulmans. Et il va s'exploser comme ça. Est-ce que dans le Coran c'est marqué qu'il faut tuer un autre homme? Vous voyez, c'est tous ces problèmes-là qui font que
le problème du terrorisme en général dans le monde, même par rapport à notre sécurité maritime dont parle le chef de l'État, c'est qu'il faut une émission entière pour vraiment avancer les arguments qu'il faut, voir comment on peut se prémunir. Moi, je sais que dans notre pays, et ça commence déjà, parce que parfois quand je monte vers chez moi et que je vois, on me dit oui, il y a des gens qui sont venus nous proposer des forages. C'est comme ça ça commence. Et après, on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc, moi je dis, il faudrait qu'on ait le temps, de développer ce sujet. En tout cas, nous y reviendrons. C'était une émission très intéressante, hein, surtout d'avoir des hommes qui ont fait les armes, qui sont venus nous donner donc des explications sur les questions de sécurité, la situation à Mango et le terrorisme. Merci à vous, Philippe Mati Thomas Atakpa du PSR. Merci, Jerry Komandega Tama du Nouvel Engagement Togolais d'être passé dans cette émission. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi cette première partie. Je vous retrouve tout de suite après. Et comme je vous l'annonçais dans la seconde partie de l'œil sur l'actualité, nous allons nous intéresser au mouvement Génération Togo, en abrégé MGT. Ce mouvement a célébré donc son premier anniversaire de création. Nous recevons donc pour parler du mouvement Germain Soussou. C'est lui qui est le président du mouvement Génération Togo. Bonsoir. Bonsoir, M. Samir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est nous. Alors, je viens de le dire tantôt, votre mouvement célèbre 1 an d'existence. D'abord, est-ce que vous pouvez mieux nous présenter le MGT? C'est quoi? Le MGT, comme vous l'avez dit tout tantôt, c'est le mouvement Génération Togo. C'est une association, un regroupement d'hommes et de femmes qui se donne pour ambition de préparer la jeunesse pour la relève en termes de responsabilité publique. D'accord. On va approfondir tout cela, mais avant, on va regarder cette conférence de presse que vous avez animée à l'occasion de la célébration de ce premier anniversaire qui vous a permis de faire le bilan du parcours. On va regarder, c'est un reportage de Bidedam Malou. 2014-2015, un an après la création du mouvement Génération Togo, l'heure est au bilan de ses activités. En une année d'existence, la majeure partie des activités menées par le mouvement Génération Togo a porté sur la communication, la formation des membres et à la recherche des partenaires afin de bien mener ses activités dans les prochains jours. Le mouvement Génération Togo a aussi saisi l'occasion pour se prononcer sur les derniers événements de Mango et dans le monde. Le mouvement Génération Togo ayant été lancé en 2014, il fallait faire un effort pour le faire connaître par nos concitoyens. En ce sens, nous avions multiplié un certain nombre d'activités sur le plan communicationnel. Mais aussi, nous avions fait en sorte que nous puissions être connus de façon dans une démarche de politesse. Et également, nous avions pris les dispositions pour nous préparer à la mission qui nous attend demain. Le mouvement Génération Togo est préoccupé par les derniers événements survenus à Mango et qui ont fait des morts, de nombreux blessés et dégâts matériels. Le mouvement Génération Togo regrette les événements de la prise d'otages à l'hôtel Radisson à Bamako au Mali et les attaques contre les paisibles citoyens à Paris en France et de Tunis en Tunisie. Le MGT a en perspective plusieurs activités. La restitution des conclusions de la formation sur la décentralisation et les élections locales, des formations portant sur plusieurs thèmes, entre autres le civisme et le militantisme politique. Objectif, diminuer le taux d'incivisme et dans la mesure du possible l'éradiquer, ceci afin d'avoir des jeunes formés et prêts à prendre la relève. Alors, Germain Soussou, on vient de le voir, c'est un parcours d'1 an qu'on peut dire qui n'est pas grand, mais que vous avez étoffé quand même de beaucoup de choses. On va y revenir, mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à créer, à mettre en place ce mouvement-là? Le mouvement Génération Togo a été mis en place à partir d'un certain nombre de réflexions sur le sort de notre pays, si je peux m'exprimer ainsi. C'est après une réflexion sur les 25 ans de processus démocratique dans notre pays. Bien entendu, le processus a des acquis qu'il faut saluer, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a également des insuffisances, notamment les insuffisances liées à la non-formation de la jeunesse sur le plan politique. Et donc nous souhaitons faire un travail sur ce domaine-là, c'est notre axe principal.
faire en sorte que les jeunes soient formés politiquement pour que demain, ils ne puissent pas être jugés comme ce fut le cas aujourd'hui. Voilà donc le constat principal. Mais également, le processus démocratique a également la conséquence, c'est que les Togolais sont devenus, pour m'excuser de le dire, l'incivisme est véritablement galopant, donc de la base au sommet. Et ce constat est partagé à tous les niveaux. Donc les jeunes devront, les années à venir, s'intéresser à l'engagement politique, mais ils devront faire en sorte que nous puissions retrouver nos valeurs d'antan. Donc voilà les deux axes qui ont préoccupé les jeunes au mouvement de Génération Togo et qui ont conduit donc à la création du mouvement que nous sommes en train de diriger actuellement. Alors on le voit très bien, vous voulez axer vos activités sur la formation de la jeunesse et en un an ça ne peut pas vraiment se faire, mais vous en avez quand même fait. Quel est un peu le bilan que vous dégagez, positif, négatif, des meetings? Oui, mais il faut dire que nous ne parlons pas véritablement du bilan, surtout que nous avons un travail de 25 ans. C'est-à-dire que nous avons un travail générationnel. Donc pour comprendre, notre repère c'est l'année 90. De 90 à 2015, ça fait... Le début du mouvement démocratique. Voilà, maintenant nous avons un travail, nous proposons de faire 25 ans de travail qui va changer véritablement à partir des changements de mentalité. Donc, le mouvement Génération Togo n'existait pas. Il a été lancé officiellement en décembre 2014. Donc, les Togolais ne savent pas ce que c'est que le mouvement Génération Togo. Donc, pour nous, 2015, il fallait véritablement faire un travail communicationnel qui va nous permettre de, si vous voulez, installer ce mouvement dans la conscience des concitoyens. Donc, c'était notre Vous y êtes parvenu? Bon, donc, nous avions réussi, disons, à 52%. Nous n'espérons pas à 50%. D'après le barème que nous avons réussi à 52%. Surtout que nous avons activé, nous avons été très présents sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un feedback. Parce que ça, c'est un véritable moyen pour atteindre les jeunes. Voilà, il y a un feedback et les jeunes également sont en train de prendre conscience. Parce que ça, peut-être qu'on va revenir. Il y a un véritable danger quant à l'avenir du Togo, si nous ne faisons pas un travail. Et donc, peut-être qu'on va en parler. Donc, ils sont en train de prendre conscience et sur notre page, les jeunes s'inscrivent massivement. Donc, demain, c'est de voir dans quelle mesure, avec même l'appui de l'autorité, pouvoir véritablement faire ce travail. Ce travail, comme vous l'avez constaté, il y a des partis politiques aujourd'hui, honnêtement, qui le reconnaissent. Mais est-ce que c'est un travail qui va dans l'avantage des autorités, des leaders politiques? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces gens surfent sur l'ignorance du peuple. Justement. Et c'est pour cela que ce travail devra être fait par la jeunesse elle-même. C'est-à-dire que le constat de 25 ans de processus démocratique a démontré que les leaders n'ont pas formé la relève. Et pour nous, au mouvement Génération Togo, nous disons, s'ils ne l'ont pas fait hier, ce n'est pas sûr qu'ils le fassent aujourd'hui. Donc il appartient à la jeunesse togolaise elle-même de prendre ses responsabilités. C'est pour cela que nous prenons la responsabilité de mobiliser nos compatriotes pour le faire. Et nous allons vers les aînés qui comprennent véritablement la nécessité de former les jeunes. Et c'est ces aînés-là que vous avez vus, entre autres, qui sont venus nous former. Il y en a tant qui sont en attente pour faire également le travail sur le terrain. Donc, je crois que parler aujourd'hui de l'intérêt, je crois que les aînés eux-mêmes doivent voir l'intérêt du Togo aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, peut-être pour nous-mêmes, mais également pour ceux qui vont venir demain. En ce sens, la question ne doit plus être posée. Il faut faire un travail pour que nous tous, ceux qui vont venir demain, puissent être meilleurs que nous. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir le travail du mouvement Génération. Alors donc, dans les formations que vous donnez à la jeunesse, quels sont un peu les sujets qui vous tiennent à cœur au mouvement Génération Togo? Oui, comme je l'ai dit, par rapport même à notre mission, il y a trois vecteurs. Vous avez le civisme et le patriotisme. J'ai parlé tout dessus. Donc, les valeurs civiques aussi... pendant que cela puisse paraître, on ne les maîtrise pas. Parce que nous avons été fermés tout récemment. Votre chaîne a eu à couvrir donc, cette formation qui a été donnée par la direction de la formation civique. Nous-mêmes, nous avons été surpris. Quand on nous a demandé d'entonner l'hymne national, nous avons vu les erreurs. Et donc, les petites notions de civisme, on ne les maîtrise pas. Donc, comme nous voulons également faire ce travail. Nous nous sommes adressés au ministère de la Communication et de la Formation. Donc le ministre nous a mis en rapport avec la direction de ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé la formation des formateurs. Donc nous, notre premier les thématiques... En fait, aujourd'hui, c'est vrai, on va revenir à tout cela, mais quand on parle des valeurs civiques, aujourd'hui, que la jeunesse est censée maîtriser, c'est en fait quoi au juste? Parce qu'on le dit, les valeurs civiques, mais c'est quoi? Oui, la civilité... Il n'y a pas que l'hymne national, il n'y a pas que le savoir-vivre, le savoir-être, il y a beaucoup de choses là. Oui, la civilité elle-même.
savez, lié même à notre parcours politique, dans le jugement même de la jeunesse, vis-à-vis des acteurs politiques. Est-ce que dans la démarche, est-ce que nous rendons même compte que les gens ont tenté, est-ce que nous nous rendons compte que les gens se sont sacrifiés? Parce que le mérite, parce que le fait de reconnaître le mérite d'avoir essayé, pour que moi je sois là devant Samuel Niaoui pour parler, parce qu'hier des gens ont fait un travail. Donc la moindre des choses, c'est de reconnaître cela aux aînés, ceux qui se sont battus pour la démocratie. Vous savez, aujourd'hui vous entendez beaucoup de nos concitoyens, quand on veut faire le bilan quand même de ce que nous aussi nous reconnaissons, nous disons qu'il y a des insuffisances. Mais parfois il faut de façon, par politesse, reconnaître le mérite. C'est pas facile. Donc il y a celle-là, les questions de civilité. Aujourd'hui, les éducateurs dans les écoles n'enseignent plus les enfants comme avant. Vous savez, les enseignants aujourd'hui ont même peur de faire des punitions aux élèves. Donc, au-delà, c'est que vous voyez dans la rue un vieillard qui veut traverser. Avant, vous le direz, c'est spontané, vous aidez la vieille à traverser. Aujourd'hui, c'est le chacun pour soi. Nous pouvons aller plus loin. Dans les associations communautaires aujourd'hui, vous savez, la solidarité dont on parle, qui est une valeur propre à l'Africain. Et donc, au Togolais, aujourd'hui, vous n'avez plus cette solidarité. Ça a disparu. C'est pas que ça a disparu. Donc, c'est difficile de voir les gens dans un élan de solidarité faire des choses ensemble. C'est des valeurs. Donc, ce sont des choses qui paraissent banales, mais qui doivent être connues. Parce que ce que Samuel Niaoui représente en tant qu'individu, c'est indépendamment de ce qu'il a dans sa poche. Vous voyez? Donc aujourd'hui, tout ça, il faut le faire. Mais au-delà, c'est que la responsabilité que nous avons aussi, quand vous êtes un enseignant, vos responsabilités liées à votre fonction. Vous voyez aujourd'hui, vous avez écouté également les premiers responsables de l'administration, de l'accident dont on parle. Mais au-delà, les responsables même que nous avons, les citoyens se plaignent. Mais quand on vous confie la responsabilité, et je ne vais pas aller loin, la dernière fois, vous avez vu le conseil de ministres a démis un président de délégation. Vous savez, c'est des actes qui rentrent dans l'incivisme. Parce que quand les gens ne maîtrisent pas, c'est ce que ça conduit. Et donc, nous, tout ça là, nous souhaitons faire un travail là-dessus. Et comme vous pouvez le remarquer, seuls nous ne pouvons pas. C'est un véritable travail. Donc nous avons besoin de l'autorité, nous avons besoin des partis, nous avons besoin des médias, nous avons besoin de tout le monde. Et donc vous avez ce volet formation sur le civisme. Et puis nous avons le patriotisme, les valeurs du patriotisme. Aujourd'hui, aimer le Togo. Vous savez, la dernière fois, quand nous étions en formation, quand nous étions à la pause, on discutait, nous nous sommes évertués à se demander, mais qui d'entre nous est prêt pour mourir pour le Togo? Alors on a demandé, mais franchement, en toute honnêteté, qui est prêt pour mourir pour le Togo? Alors, sans avoir les gens du non, moi, je ne vais pas mourir pour le Togo. Vous voyez? Donc ça paraît aussi banal. Est-ce que ça montre que le sens du patriotisme, on ne l'a plus? Voilà, c'est ça. C'est ça, on la passe. Est-ce qu'il faut forcément se sacrifier pour son pays? Oui, c'est-à-dire que c'est se sacrifier pour soi-même, pour ses compatriotes. Depuis la Déjà, le simple fait que, par exemple, je prends tout hasard, qu'on accepte de travailler, par exemple, ici, malgré toutes les conditions difficiles, il faut le faire, c'est déjà un sacrifice, c'est du patriotisme. Là. Je suis d'accord. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fui, qui sont allés ailleurs, d'autres sont restés au feu. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, ça... il faut peut-être mener la réflexion pour se rendre compte véritablement pour certains qu'est-ce que c'est du patriotisme. Parce que quand vous demandez les gens, c'est le gain, c'est les raisons pécuniaires qui amènent les gens à travailler. Donc, je me soumets, vous l'avez dit, dans des conditions, mais j'ai besoin de survivre. Donc, j'accepte. Vous voyez, non? Alors, quand vous rentrez dans le domaine qui est le nôtre, nous, qui paie les membres du mouvement génération, qui paie les responsables d'autres associations, je ne sais pas. Donc, pour véritablement parler du patriotisme, c'est au-delà du travail qui nous permet de vivre, mais au-delà de ce travail, qu'est-ce que nous sommes capables véritablement de faire par nos propres efforts, nos moyens, notre intelligence, pour que la communauté puisse s'en. C'est le début du patriotisme. Et ça, il faut que véritablement nous puissions accepter, mettre de côté ce que nous gagnons justement, ce que nous avons pour pouvoir donc
donc enclencher les actions du patriotisme. Donc c'est ce qui nous manque aujourd'hui, qu'il faut faire en sorte que... Vous avez aussi un autre volet de formation. Le réengagement des jeunes en politique. C'est de loin le module que nous sommes... Le réengagement des jeunes en politique. Vous trouvez, est-ce que c'est parti du constat qu'il n'y a pas assez de jeunes en politique? Oui, nous savons, vous savez, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, l'engagement des jeunes en politique s'est érudé. Et les jeunes n'en veulent plus. Parce que les aînés ne veulent pas laisser la place. Et entre autres. Parce que quand vous voyez la plupart des leaders de partis politiques, c'est des gens de la soixantaine, de la cinquantaine. Bien sûr. Et donc c'est pour cela que nous devons travailler avec ces gens-là. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que naturellement ils vont passer. On n'a pas besoin d'un choc. Naturellement ils vont passer. La nature même est prévue comme ça. Les gens grandissent, naissent, grandissent et meurent. À partir de cet instant-là, il est important que nous préparons ceux qui sont avec nous pour qu'ils soient meilleurs. Parce que chaque parent a pour objet, disons chaque enseignant souhaite que son élève soit meilleur que lui. Donc les parents qu'ils sont, les jeunes doivent faire mieux qu'eux. C'est le langage que quand nous allons vers eux, c'est ça. Il faut faire en sorte que les divisions s'estompent et que nous regardons le Togo. Nous puissions former les jeunes pour qu'ils soient meilleurs que nous. C'est ce qu'il faut faire. Donc ce volet-là nous est très important au mouvement Génération Togo. Donc maintenant, il s'offre sur ça, vous avez dit tantôt, et la partie aux jeunes qui ont eu la chance aujourd'hui d'aller à l'école de comprendre. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand nous sommes sortis des législatives de 2013, près de 30% des Togolais ont refusé de voter, l'abstention. Et puis quand nous sommes arrivés à la présidentielle de 2015, le taux est passé à près de 40%. Quand vous prenez le dernier recensement de la population et de l'habitat qui a été fait par le gouvernement togolais en 2010, parce que depuis 1990, il n'y a pas eu de recensement, les résultats sont dedans. 60,6% des jeunes ont moins de 25 ans et près de 47% ont moins de 15 ans. Ça voudrait dire quoi concrètement, M. Samuel? De 2010 à 2015, tous ceux qui avaient 15 ans ont 20 ans. Tous ceux qui avaient 25 ans ont 30 ans. Donc, de 2015 à 2040, tous ceux qui ont 30 ans maintenant auront 55 ans. Tous ceux qui ont 20 ans auront 45 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la même chose. Ceux qui avaient 20 ans en 90, ils ont maintenant 45 ans. Bon, en dehors du fait que nous avons été à l'école, en dehors du fait que nous travaillons, que ce soit dans tout ça là. Quand on parle de la responsabilité publique, et je vous le dis, Samuel, nous avons fait un travail là-dessus avec nos petits frères étudiants. Nous ne maîtrisons rien. Bon, donc, ces gens-là qui vont avoir 45, 55 ans en 2040, il faut qu'ils soient meilleurs que nous. Donc, ce taux d'abstention-là, nous sommes inquiets au mouvement de Génération Togo. Quand vous voyez ceux qui ne veulent pas voter, se trouvent dans les 60,6%. C'est les jeunes qui refusent d'aller voter. C'est eux. Pourquoi? Vous avez cherché à savoir le pourquoi? C'est la déception. Vous avez parlé tout à l'heure de l'oligarchie. Avant même l'oligarchie, c'est la déception. Vous savez, le Togo est un pays, nous sommes une société d'exemple, le Togo, comme la plupart des pays africains. Donc, cela se comprend facilement. Dans votre famille, si vous avez souvent des gens qui ont été bien à l'école, généralement les gens suivent. Vous avez, voilà. Donc, en politique, nous avons eu trop de problèmes. Les gens ont voulu vraiment voir le Togo autrement. Après 25 ans, c'est la déception. Du coup, quand vous parlez de la politique, du engagement des gens en politique, vous avez deux réponses. Des gens disent ça ne sert à rien. Parce que vous n'avez personne devant vous qui pense à la jeunesse. Et on vous oppose véritablement la dernière, je n'ai plus la date dans la tête, quand les acteurs politiques ne sont pas entendus pour faire les réformes politiques. Parce que ça vient, ces réformes-là, ce n'est pas pour eux. Si on avait fait ces réformes, c'est pour les jeunes. Ce n'est même pas pour vous et moi. C'est pour ceux qui vont venir. Alors vous pouvez comprendre dans un pays où les gens refusent de regarder la République, ils refusent de faire avancer la jeunesse. Ils pensent à eux. Comment vous pouvez convaincre ces gens-là de venir s'engager en politique? C'est la difficulté première. Oui, justement, vous posez la question et comment vous comptez y parvenir. Voilà. Donc, justement, je vous ai donné tout à l'heure un argument. Je vous ai dit, quand nous leur disons que, naturellement, les gens sont faits pour passer. Ils prennent conscience. Oui, mais même si c'est comme ça, même si naturellement les gens vont partir, si la jeunesse n'est pas préparée à prendre la relève, on aura une répétition de l'histoire. J'en viens. C'est-à-dire, en les faisant prendre conscience que naturellement, ils sont citoyens togolais, ils seront appelés
aux postes de responsabilité. Quand je dis le poste de responsabilité, ce n'est pas forcément des postes politiques. Parce que les problèmes que nous avons même dans l'administration, même les sociétés, quand vous créez la société pour vous seul, personnellement, nous voyons comment les gens en gèrent. Donc, quand vous prenez, vous les faites prendre conscience, vous leur dites, bon, maintenant, nous souhaitons changer les choses, mais pas maintenant. Le mouvement Génération, son objectif, ce n'est pas maintenant. Hein. Nous l'avons dit. Une génération. Oui. Voilà. Et notre objectif ultime, si vous permettez, notre objectif ultime, c'est en 2035. Tout ce que nous faisons, nous espérons que la machine va prendre. En 2035, il y aura un rendez-vous ultime par rapport à notre constitution. En 2035, nous allons aller à l'élection présidentielle. D'ici là, nous espérons avoir amorcé l'élan générationnel. Donc, nous allons revenir là-dessus. Et nous allons préparer à la base dans les communes, les préfectures, les régions, les conseillers de valeur. Et quand nous allons élire le chef de l'État en 2035, il va être un chef d'État, ce que nous avons appelé policier, mais qui va diriger un peuple civiquement et politiquement policier. Voilà notre objectif ultime. Donc je suis d'accord avec vous qu'il faut commencer la formation des gens. Non seulement au-delà de la formation, il faut qu'ils aillent sur le terrain. Parce que nous, ce que nous souhaitons, c'est que les gens viennent se former. Si demain les partis politiques recherchent des bons citoyens, on dit mais le mouvement Génération Togo fait un travail. On peut trouver des citoyens. Ils peuvent venir recruter. Nous n'avons pas... Même ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui, s'ils trouvent que ce que le mouvement Génération Togo fait mérite de donner un coup de pouce, ils peuvent le faire. On va revenir également sur ça, mais je crois que dans vos formations, l'un des volets les plus importants, et j'ai participé à une de vos formations, c'est la question de la décentralisation. Ça vous paraît aujourd'hui primordial, cette question-là? C'est capital. C'est capital. Dans notre déclaration, malheureusement, bon, compte tenu du temps, tout n'est pas passé. Les événements de Mango, nous avions dit ça dans notre déclaration. Vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons plus... Ça relance clairement cette question de la décentralisation, oui. Voilà. Et nous avions même dit que par rapport au projet lui-même, il mérite d'être réalisé. Parce qu'il faut que les projets de développement partent des communautés à la base elles-mêmes. Il faut que ce soit les citoyens... Mais quand les communautés n'ont pas de représentants élus, c'est ça. C'est difficile. Justement, c'est pour cela que nous devons faire... Déjà, même le fait qu'on ait relevé le président de la délégation montre qu'il y a un problème avec cette présidence de délégation. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive. Donc, ce que les jeunes Togolais aujourd'hui, tous ceux qui sont autour de nous, et je le dis à vos micros, depuis les élections locales n'ont jamais été faites au Togo qu'au temps du parti unique. Donc, quand nous avons amorcé 90 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'élection locale. Nous avons eu la chance d'être reçus à une instance diplomatique. Nous avions dit ça. Parce que quand on nous posait la question de savoir, mais attendez, vous dites au Togo, les gens vont aller aux élections municipales, parce que j'ai dit, mais nous n'avons jamais. S'il y a quelque chose de nouveau, c'est les élections locales. Oui. Pour les Togo. Ça va être la toute première expérience démocratique que nous allons faire. Et pour qu'il n'y ait pas d'erreur comme en 90, il faut préparer les gens. Parce que demain, M. Samuel, dans une même commune, il faut que, quand on va élire le conseiller municipal, il connaisse ses responsabilités. Le conseiller de préfecture, puisque c'est dans une même commune, il ne faut pas que quand le conseiller de préfecture dit non, ça c'est moi qui dois faire ça. Chacun connaît ses limites. Très bien. Voilà. Et puis, il faut que nous puissions comprendre tout ça. Bon, depuis là, nous n'en faisons rien. Même pas les formations, nous n'en faisons pas. Donc, nous, on dit non, il faut des gens de bonne volonté qu'on vienne nous former pour que nous nous préparons. Même si ce n'est pas Germain Sossou, si ce n'est pas les amis de Germain Sossou, demain il nous faudra des responsables. Donc, vous le dites si bien sur la question par exemple de la décentralisation, quand vous prenez les leaders politiques aujourd'hui, vous savez la plupart d'entre eux sont députés et rêvent de devenir président de la République. Voilà. Et aucun n'a jamais fait de parcours politique proprement dit. Ils n'ont jamais été conseillers municipaux, conseillers préfectoraux, ils n'ont rien occupé et veulent diriger le pays. Et ça, c'est pas véritablement un bon exemple pour la jeunesse. Oui, c'est pour cela que quand vous prenez l'idéologie... Parce que nous le disons, quand vous regardez par exemple l'Occident, vous avez des présidents de la République qui ont été maires, qui ont occupé de multiples fonctions. On les voit venir. On voit leur parcours alors que chez nous, ils débarquent. On ne voit pas le parcours qu'ils ont. Merci beaucoup. Voilà, c'est pour cela que chez nous, nous avons un concept que nous appelons la marche républicaine. Quand tous ceux qui viennent chez nous, parce que là aussi, quand vous venez au mouvement Génération Togo, c'est que vous franchissez la porte, vous vous dites, j'ai été à l'école, mais j'ai des tares. Parce que moi, quand je suis devant vous, je vous le dis, j'ai des tares. C'est pourquoi je vais vers les gens pour qu'on vienne me former. Donc, si vous sentez, si vous êtes autosuffisant, vous ne venez pas au mouvement Génération Togo. Si vous venez, c'est que vous êtes sûr que quelque chose vous manque. Et que vous voulez véritablement devenir un acteur. C'est comme ça. Donc, justement, nous avons fait le même constat qu'au Togo, vous nous excusez de dire ça. Il y a bon nombre de zones
avec tout le respect que nous avons pour nos aînés, vous nous excusez, ce que beaucoup sont arrivés en politique par accident. Voilà. Parce que vous l'avez dit, en politique, il faut un parcours élogieux. Il faut un parcours. Donc, c'est ça que vous avez, quand il reste 6 mois, vous voyez, les gens sortent de nulle part. Et puis, on dit, bon, puisque la Constitution le permet, je vais être chef de l'État, parce qu'on a un peu de moyens, on dit, on va... Parce que les jeunes Togolais aussi doivent mettre fin à ça. Même les jeunes Togolais eux-mêmes. Quand vous êtes militant d'un parti politique, votre rôle toujours ne consiste pas seulement à vous accrocher aux voitures pendant tout le temps. Vous ne servez pas à votre parti politique. C'est pour cela que les gens doivent venir se former. Si moi j'entre dans une formation politique, je dois avoir un plan de carrière. Si aujourd'hui j'ai tenu les voitures avec les turcos, demain il faut que je sois capable de faire un rapport. Il faut que je bouge pour que l'autre tienne. Mais si pendant tout le temps vous tenez, à chaque temps, vous-même, vous ne faites pas. Voilà. Donc, nous voulons demain que les gens aient un parcours élogieux. Mais ces années, il ne faut pas les culpabiliser parce qu'ils n'ont pas eu cette opportunité aussi. Parce que c'est ça aussi le déficit. Mais ils voyagent tout le temps, ils voient ce qui se passe. Oui, ce que je dis, c'est-à-dire que pour les accuser, il aurait fallu qu'il y ait les élections locales. Parce qu'il n'y a jamais eu les élections. Il n'y avait que les législatives et la présidentielle. Maintenant, il faut que nous allions aux élections locales pour que véritablement la marche démocratique se fasse. On n'a plus vraiment beaucoup de temps. On va parler maintenant de vos soutiens, hein, parce que tout ce que vous avez dit, c'est des activités nobles. Vous trouvez l'argent où? Bon, voilà. Et le mouvement Génération Togo est une initiative, comme je l'ai dit, une association. Nous voulons corriger pas mal de choses. Ça doit commencer par nous-mêmes. Donc, si vous êtes, M. Samuel, membre du mouvement Génération Togo, vous allez cotiser. Quand nous avons une activité, nous l'évaluons. Et puis, nous contribuons. Donc, personnellement, avant même de diriger le mouvement Génération Togo, j'ai eu la chance de diriger beaucoup d'autres associations. Je me suis fait former dans les... D'ailleurs, même l'engagement politique dont nous proposons passe nécessairement par la formation associative avant d'arriver l'engagement politique. Donc, nos moyens sont très limités. C'est nous cotisons 2000, 3000. Vous avez même été un peu, vous avez vu. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons même des problèmes avec les hommes des médias. Voilà. C'est ça, on ne va pas ouvrir. Voilà. Donc là-dessus, quand même, vous comptez sur l'appui de partenaires. Mais justement, c'est-à-dire que nous avons été formés sur beaucoup de modules, notamment la décentralisation. Nous allons donc, comment l'appelle-t-on, commencer le travail à partir de 2016. Et nous avons 3 ans. Nous voulons faire 3 ans de travaux sur toutes les étendues du territoire, depuis d'abord en descendant. Donc nous avons des modules de formation. Et naturellement, sans aide, nous ne pouvons pas véritablement faire ce travail. Je voudrais que vous prononciez un peu sur l'actualité, ce qui se passe à Mango. Oui, et sur les événements de Mango, il faut dire que... c'est encore un échec du politique là-bas. Avant même de l'échec, nous regrettons véritablement ce qui s'est passé. Nous nous inclinons. Le mouvement Génération Togo présente véritablement ses condoléances aux familles éplorées. Mais nous l'avions dit encore, c'est dommage qu'après 50 ans, plus de 50 ans d'indépendance de l'Afrique et de 25 ans de processus au Togo, on est encore à avoir des morts sur la réalisation des projets de développement. Ça voudrait dire que ça ne va pas. En tout cas, nous faisons notre part au mouvement Génération Togo. Nous allons faire notre part. Il est important que chacun assume sa responsabilité. Donc, là, ce qui s'est passé à Mango mérite encore réflexion. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut arriver à la décentralisation. Il n'y a pas d'autre possibilité, il faut arriver à la décentralisation. Parce qu'il faut des élus locaux qui connaissent la réalité du terrain, à qui on confie les projets. C'est ça. Justement, même vous m'excusez de le dire, vous savez que sur ce, il y a vraiment, les gens disent, il faut abandonner totalement le projet. Nous avons débattu sur cette question de Mango toute une journée avant de prendre une position. Donc nous avons été assez prudents pour dire, bon, nous souhaitons les élections locales. Il se peut que demain, les populations de Mango, dans leur élan de développement, aient besoin de réactiver ce projet. Cette fois-ci pour eux-mêmes. Ils vont bien orienter ça. En ce sens, nous ne demandons pas qu'on l'abandonne. Nous sommes d'accord pour la suspension, mais il faut qu'il soit réétudié par la population elle-même et qu'il appartient à la population elle-même d'en faire des propositions. Le terrorisme, Mali, France, ça gagne du terrain aujourd'hui. Voilà, nous avions également pris position par rapport à cela. C'est aussi regrettable. Nous avons présenté nos condoléances à tous ces États-là, mais nous avons fait la proposition selon laquelle il va falloir peut-être revoir le système de sécurité dans notre pays. Aujourd'hui, ce n'est plus la guerre d'antan. Quand les gens veulent faire l'état d'État, maintenant c'est les individus. Il faut peut-être faire en sorte que les individus eux-mêmes aient la possibilité de s'auto-défendre, mais surtout de détecter rapidement ces actes suspects-là, peut-être pour collaborer avec... Mais la réponse ne doit pas qu'être
militaire, il faut aussi, parce que là c'est les jeunes hein, qu'on endoctrine et qui sont capables d'aller se faire exploser au nom d'un dieu imaginaire. Oui. Il faut revoir la base. Hein, la base, il faut voir la formation. Il y a également sur le problème de la misère. Ouais, justement. C'est ça, parce que pour que ces idées-là, bon, c'est parce que les gens cherchent à manger, ils n'ont pas aussi de soutien, facilement ils se donnent. Donc, voilà. Tout ça là, il faut que nous puissions également apporter, en tant que citoyens, nous tous accompagner dans la mesure du possible tous ceux qui sont là, pour que au Togo, le Togo puisse être, et l'Afrique protégée, même au cas dans le monde entier, nous puissions éradiquer. J'aimais Soso, un dernier mot. Oui, et merci de nous avoir. Nous voulons d'abord vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Travail. Merci beaucoup pour votre accompagnement. Et dire à tous les jeunes togolais que nous avions dépassé l'étape des invectives, l'étape où nous nous plaignons. Il faut aller au-delà. Il faut se dire que la jeunesse togolaise est l'actrice de demain. Et pour réussir, il faut prendre des dispositions dès maintenant. Le mouvement Génération Togo veut faire un travail, seul il ne pourra pas. Les partis politiques doivent accompagner. Nous remercions tous les partis politiques qui reconnaissent aujourd'hui que nous avons rentré quelque chose. Il faut que nous nous mettons ensemble pour former la jeunesse. Enfin, nous souhaitons adresser à travers vos micros un message aux premiers dirigeants de ce pays. Nous aurions aimé que ce soit c'est sous lui qu'on dise qu'on a amorcé la décentralisation et les élections. Nous ne souhaitons pas, nous ne souhaitons pas que cela se fasse après lui, et nous souhaitons véritablement que l'histoire politique de notre pays retienne que c'est sous lui qu'on a fait les réformes, qu'on a enclenché l'élan démocratique. Germain Soso, président du mouvement Génération Togo, merci d'être passé dans cette émission. C'est nous que vous remercions. Merci. Voilà, merci à vous qui avez suivi un œil sur l'actualité de ce jour. Le rendez-vous, vous le savez très bien, c'est tous les dimanches sur LCF. Portez-vous bien. Thank you.